Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du 7 février 2023. Dans les actualités de ce jour, parlons justement de cette journée du 7 février. L'heure est actuellement au pardon afin de pouvoir avancer, mais il ne faut pas oublier ceux qui ont donné leur vie le 7 février 2009, a déclaré le président de la République André Rajoelina ce matin à Ambutsovic. Il a particulièrement envoyé un message à ceux qui ont des responsabilités dans le pays à accomplir leurs devoirs par respect à ceux qui ont donné leur vie pour qui est leur place actuellement. Reportage de Judikel Ranjanirin sur les images de Andouran Zajaide. 14 ans après le 7 février 2009, le sang des martyrs qui a coulé ici à Ambutsovic n'a pas été vain. Avec le président de la République, nombreux sont ceux qui sont venus commémorer cette journée. Cette journée ne sera jamais oubliée. Néanmoins, il appelle au pardon et à avancer vers le développement du pays. Des autorités étatiques, des citoyens, des proches, mais aussi la famille de ceux qui ont péri et les rescapés de 2009 sont venus aujourd'hui. Ils ont tous répondu présents à l'appel du président de la République. Une commémoration, mais aussi une marque de respect pour les combattants qui ont donné leur vie pour le pays ici à Ambutsovic. Des efforts doivent être fournis pour être dignes du sang qui a coulé. Ils se sont sacrifiés et les responsables doivent aussi être redevables à ces combattants actuellement, selon le président. Outre le président de la République qui a mené cette journée de commémoration en déposant des gerbes au nom de tout le peuple malagasy, les associations, des partis politiques et bien d'autres se sont aussi unis pour cette journée de commémoration. Toujours autour de cette journée du 7 février, Solange a perdu son père il y a 14 ans à Ambutsovic. Elle est aujourd'hui directeur adjoint des affaires juridiques au sein de la présidence de la République en raison de ses efforts et du soutien du président de la République. Elle appelle donc ses compatriotes à toujours faire preuve de patriotisme. Un reportage signé Radhraman Zatouf, Anzara Zonarvel et Eraslu Formanan. Solange a perdu son père à Ambutsovic alors qu'elle avait 13 ans. C'était lors des manifestations de la population malgache contre la dictature. Le président de la République avait dit à l'époque, alors qu'il menait la lutte, que Solange ne sera pas orpheline et qu'il ne la laissera pas seule. Solange a ainsi poursuivi ses études, elle n'a pas oublié de confier sa vie à Dieu. Le président de la République était aussi toujours à ses côtés. Elle a réussi à de nombreux concours, tels que le concours pour être administrateur civil ainsi que celui pour être magistrat. Il n'y a eu aucune pratique de corruption ou une quelconque médiation qui lui a permis de réussir ce concours, affirme-t-elle. Et maintenant, elle est directeur adjoint des affaires juridiques auprès de la présidence de la République. 14 ans plus tard, Solange ne se sent plus orpheline, dit-elle. Solange appelle toujours ses compatriotes à faire preuve de patriotisme et pour le développement de Madagascar. Et justement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé le jour du samedi 7 février 2009 à 14h45 de l'après-midi? Nous allons suivre dans ce reportage d'Amienne Martina et de Jean-Claude Andjemalal les détails de ce triste événement. Un peuple qui n'en pouvait plus de l'oppression et de la souffrance s'est soulevé pour s'opposer au régime dictatorial Ravalomanana en 2009. C'est dans la capitale de Madagascar qu'a débuté les manifestations contre le régime du parti politique Tim à cette époque. De nombreuses personnes ont réclamé la liberté assoiffées de changement du fait de l'incompétence et de l'oppression du pouvoir mené par Marc Ravalomanana. Une gestion étatique qui avait même suscité la défiance de nos traditionnels partenaires. Les Malagas se sont unis pour réclamer le changement en 2009. La place du 13 mai a été le lieu de rendez-vous quotidien où le peuple s'exprimait. Le peuple a décidé, le jour du 7 février 2009, que le nouveau Premier ministre devrait être installé au palais d'État d'Ambutsovic. Une marche pacifique vers Ambuzatouf et Antannarin en partant par Analinquil a été organisée. En chemin pourtant, des forces de l'ordre ont été mises en place par Marc Ravalomanana pour faire barrage à cette population. Néanmoins, après des négociations avec les forces de l'ordre, la marche avait pu reprendre vers Ambutsovic. Avant d'accéder à Antannarin, d'autres barrages ont accueilli la population. Les négociations se sont poursuivies. Les manifestants avaient finalement obtenu le droit d'accéder à Antannarin à condition de respecter les consignes. Les négociations se sont encore tenues avec les gardiens du palais. Mais ce fut soudain le drame, car à 14h45, à quelques dizaines de mètres du palais, ils furent accueillis par des tirs nourris.
Des tirs en rafale en réponse à la marche pacifique de la population qui voulait le changement et ne demandait que la liberté. Le sang a coulé, des personnes ont perdu la vie, sans parler des blessés. Les militaires, à l'assaut de Ravalman, ont tiré avec le mont sur des Malagasy sans armes, des hommes, des femmes, des personnes âgées, aussi bien que des jeunes, ils ont tiré pour tuer. Même ceux qui avaient tenté de se cacher ont été pourchassés. Beaucoup de Malagasy ont perdu la vie pour l'amour de la patrie, beaucoup ont porté des séquelles, le sang a coulé. Actuellement, le développement est engagé car la lutte n'a pas été vaine. Dans les actualités de ce jour également, après le dépôt de gerbes pour commémorer cette journée du 7 février, les membres du parti politique TGV avec des représentants issus de toute l'île se sont donné rendez-vous pour un reboisement. Ils étaient accompagnés des associations, des plateformes soutenant le président Andradzuiln. Cet événement s'est déroulé à Massinjay, dans le district d'Avarajan, un reboisement pour la patrie mais aussi pour la réalisation du Velran présidentiel, un événement qui marque aussi la solidarité et l'amour de la patrie. C'est un reportage de l'équipe de la rédaction. La couleur orange a envahi la plaine de Massinjay. Une surface de 26 hectares a été plantée, 16 000 arbustes. Des milliers de personnes issues de différentes associations ont participé à ce reboisement, mais aussi des membres du parti politique TGV et des partis soutenant le parti du président Andradzuiln avec les élus et les personnalités politiques. Cela est une tradition, mais surtout un devoir tous les ans. Un reboisement pour le pays, mais aussi pour soutenir le président Andradzuiln et son Velran. Le reboisement qui est aussi pour la patrie afin de restaurer l'environnement pour les générations futures. Solidarité, amour de la patrie, c'est ce qui prouve ce geste du parti TGV. Ce reboisement a vu la participation des représentants des 23 régions. C'est aussi un moyen d'éduquer les citoyens pour préserver le pays. Les éléments de base sont venus depuis les Fukuntan aujourd'hui. Le groupe Injet, Domapub et Viva ont aussi participé à ce reboisement à Massinjay aujourd'hui. Et justement, il est à noter que l'équipe de la rédaction était également durant ce reboisement à Massinjay. Dans les actualités de ce jour également, la fondation BOA, Bank of Africa, est venue apporter sa contribution dans l'appui aux plus de 500 sinistrés de la région Bouine et de la région Analanzrouf, à aide qui a été réceptionnée par l'association Fiti à l'Arena Ivange. La fondation BOA a choisi particulièrement l'association Fiti pour apporter ses dons aux sinistrés car cette dernière est actuellement dans ces régions. Elle a également confiance dans la transparence de la répartition des aides à ses compatriotes victimes des conséquences du cyclone Chenezo. C'est un reportage de Miar Vulatsferen et Kevin Ravonerson. 500 familles d'Ambadbouin, Marantsage et Malnaranor, victimes du passage du cyclone Chenezo récemment, vont bénéficier des aides offertes par la fondation Bank of Africa, dont remis aujourd'hui à l'association Fiti. La fondation BOA a choisi particulièrement des aides constituées de riz, d'huile, de sucre, de sel, de savon et de bougies pour être réparties par l'association Fiti du fait de leur confiance envers l'association menée par la première dame dans la transparence de la répartition des vivres aux sinistrés. Suite au passage du cyclone Chenezo, la fondation BOA a voulu montrer son engagement et participer à toutes ces victimes, à aider. La fondation BOA a voulu aider toutes les victimes qui ont donc subi les conséquences de ce cyclone. Et pour cela, donc, la fondation BOA a voulu aider au moins 500 familles. Nous avons fait donc ce partenariat avec l'association Fitia. Pourquoi l'association Fitia? Parce que nous savons que l'équipe de l'association Fitia se déplace sur place et va remettre donc ses dons à toutes ces personnes. Et aujourd'hui, nous aimons bien faire ce partenariat avec Fitia parce qu'il y a beaucoup de transparence. Nous savons que ces dons arrivent chez les personnes et que les personnes et tous ces enfants bénéficient de ces dons. Donc aujourd'hui, nous allons donc remettre 500 sacs de riz, 500 bouteilles d'huile, 500 sachets de sucre, 500 sachets de sel, 1000 savons et 7000 bougies. Alors ce don n'est pas conséquent, c'est un petit geste que nous faisons vis-à-vis de cette communauté. Et aujourd'hui, j'appelle tous les organismes privés, publics, non gouvernementaux, internationaux pour aider toutes ces familles parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de nous.
Nous, le privé, si nous ne sommes pas là pour les aider, je pense que l'État ne peut pas tout faire et que c'est un devoir de citoyen de les aider. L'association Fiti est déjà implantée dans les régions les plus touchées par le passage du cyclone Chenezo actuellement afin d'apporter son aide, comme à l'accoutumée, aux victimes des intempéries. Il s'agit notamment d'aides d'urgence et des appuis. L'association Fiti a déclaré sa reconnaissance face aux gestes des partenaires comme la Fondation BOA qui a apporté son soutien aux compatriotes. Cette collaboration entre l'association Fiti et la Fondation BOA ne date pas d'aujourd'hui. En effet, elles se sont déjà donné la main en mettant en place des cantines scolaires dans le sud du pays. Cette aide apportée par la Fondation BOA pourra tenir 14 jours, des aides qui ont été directement réparties et distribuées par l'association Fiti aux bénéficiaires. Il est à noter que l'association Fiti a des équipes qui coordonnent et contrôlent les aides distribuées. Toujours dans cette page sociale, l'existence des équipements servant à mesurer le niveau d'eau dans le Centre national de coordination des opérations d'urgence auprès du BNGRC permet de prévenir à l'avance les dangers potentiels. Mourndave, dans la région de Ménabé, possède déjà de tels équipements, une zone qui est l'une des plus basses et susceptible d'être inondée selon les informations rapportées par Oubra Samman dans ce reportage. La présence d'équipements de haute qualité qui servent à mesurer le niveau de l'eau au sein du Centre national de coordination des opérations d'urgence au sein du BNGRC permettra d'identifier à l'avance le taux de la montée des eaux et ainsi de prévenir l'éventuel danger en évacuant les habitants qui se trouvent dans des lieux susceptibles d'être inondés. Ces équipements permettent également de planifier ce qu'il faut faire durant et après le passage d'une catastrophe. Pour la région de Ménabé, particulièrement pour Mourndave, elle bénéficie déjà de tels équipements selon les explications. En outre, il existe également dans ce centre un espace call center nécessaire pour partager à temps toutes les informations dans les lieux touchés par la catastrophe. De ce fait, le BNGRC peut prendre toutes les mesures immédiatement, faire de la sensibilisation et apporter des solutions opportunes pour les lieux touchés par la catastrophe. Ce Centre national de coordination des opérations d'urgence, qui vient d'être inauguré vendredi dernier, aide grandement donc à prévenir d'éventuels dangers provoqués par les catastrophes. Dans les actualités internationales de ce soir, à l'occasion de la journée internationale contre les mutilations génitales féminines, nous vous emmenons en Côte d'Ivoire où plus d'un tiers des femmes en sont victimes. Ami Traoré est écrivaine, elle-même excisée à l'âge de 11 ans. Elle se bat contre cette pratique illégale. Ses livres ne sont pas sa seule arme. Sophie Lamotte et les équipes ont été sur terrain avec son ONG dans ce reportage de France 24. Qu'est-ce que vous attendez par mutilation génitale? Ces jeunes écolières écoutent attentivement l'écrivaine Ami Traoré. Nombreuses se reconnaissent en Safiatou, l'héroïne de son livre Couteau brûlant. L'auteur y dénonce l'excision et les dangers des mutilations génitales féminines. J'ai vécu les conséquences liées à l'excision. En théorie, les mutilations génitales féminines sont interdites en Côte d'Ivoire depuis 1998. Mais en pratique, 2 filles sur 5 se font toujours exciser. Pour Ami Traoré, lutter contre ces violences commence par briser ce tabou. J'ai créé ce slogan, le livre comme moyen de sensibilisation contre cette pratique. C'est pour permettre aussi aux élèves de s'approprier en fait cette lutte-là à travers les lettres et les mots. L'activiste a fondé une ONG pour aider les filles et femmes qui ont subi des mutilations génitales féminines. Comment aujourd'hui tu te sens concernant les mutilations génitales? Elle a mis en place un numéro vert pour que ces femmes ne se sentent plus isolées. Moi, je fais beaucoup de sensibilisation, mais pour des problèmes liés, par exemple, juridiques, ça peut être d'ordre juridique, ça peut être d'ordre psychologique. Je peux toujours référer, par exemple, au médecin. Ces femmes sont redirigées vers le docteur Combe. Il est l'un des rares experts en chirurgie réparatrice en Côte d'Ivoire. Le petit bout qui sort là, c'est ce que les exciseuses ont coupé. La chirurgie réparatrice permet de réduire les douleurs et les risques de complications, mais aussi de redonner une sensibilité au clitoris. Mais pour le docteur Combe, il faut en faire plus. Le gros problème même, c'est la sensibilisation. Ce n'est pas forcément la chirurgie. La chirurgie vient en complément de la sensibilisation. La Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici 2030. Pour les militants comme Ami Traoré, la Côte d'Ivoire y parviendra à condition de mettre l'accent sur l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes.
Et les suites de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo il y a 2 semaines au Cameroun, plusieurs arrestations ont eu lieu hier, parmi elles celle de Jean-Pierre Amongu Belinga. L'influent homme d'affaires côtoie plusieurs ministres et hauts responsables de l'État. Il a été interpellé à Yaoundé. Sur place, les précisions de Marcel Amokou, toujours sur un reportage de France 24. L'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga a été confirmée par un communiqué du groupe L'Anecdote qu'il dirige. 2 de ses proches ont également été arrêtés. Bruno Bijan, journaliste de la chaîne de télévision Vision 4, appartenant à l'homme d'affaires, et le colonel à la retraite, Raymond Etundinsoué, beau-père de M. Amougou Belinga. Une série d'autres arrestations qui fait suite à l'enquête mixte police-gendarmerie ordonnée par le président Paul Biya pour faire la lumière sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, enlevé, torturé, puis tué, et dont le corps en état de décomposition avancée avait été retrouvé à la périphérie de Yaoundé le 22 janvier dernier. Une enquête qui s'est accélérée ces derniers jours après la déposition d'un haut responsable de la Direction générale de la recherche extérieure, déposition à laquelle Reporters sans frontières affirme avoir eu accès. RSF estime qu'elle est accablante. Il y cite notamment ses proches et un ministre. Dans les rues de Yaoundé, les populations se réjouissent de ces arrestations, mais souhaitent que l'enquête aille jusqu'au bout. Je crois en la justice camerounaise et je crois également que les enquêtes que mèneront, ils vont arriver au bout des investigations et que les responsables seront inculpés. Bon, pour l'arrestation, de ma part, que justice soit faite. Peu importe, arrêté ou pas, que justice soit faite. Toutes ces personnes qui ont participé de près ou de loin à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo vont répondre de leur forfait devant la loi. Célèbre animateur d'une émission à forte audience sur une radio urbaine de Yaoundé, Martinez Zogo y dénonçait, en les citant parfois nommément, la corruption et les détournements de fonds de certains pontes du régime. Goma a tourné au ralenti hier, mais des manifestations ont dégénéré. Plusieurs mouvements citoyens du Nord Kivu ont appelé à cesser les activités pendant une semaine et jugent la force régionale des pays d'Afrique de l'Est inefficace face à l'avancée du M23 en République démocratique du Congo. Écoutez les précisions des correspondants de France 24. Des pneus brûlés pour barricader les routes, des grosses pierres sur la voirie urbaine. La protestation était vive dès l'aube à Goma, dans la province du Nord Kivu. La majorité des commerces n'a pas ouvert jusqu'à midi et plusieurs parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Ce mouvement fait suite à l'appel des manifestations non-stop lancées par la société civile et autres groupes de pression pour protester contre l'occupation de plusieurs localités par les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et maintenant Massissi, des territoires qui desservent Goma en produits alimentaires. Des combats entre soldats congolais et rebelles persistent alors qu'un millier de soldats kenyans ont été déployés depuis 3 mois pour désarmer les rebelles du M23 accusés d'être soutenus par les Rwandais voisins. Nous constatons que l'ennemi continue à avancer dans notre pays et aucune réaction. On nous a amené la force régionale pour qu'elle ramène la paix, mais jusqu'à présent, ils sont devenus la police du M23. Ils restent dans des hôtels et ils ne font absolument rien. Nos chefs d'État se réunissent toujours pour des accords, mais aucune solution trouvée. Notre chef de l'État lui-même a dit qu'il n'était pas satisfait du résultat de la force régionale. Alors la population doit se prendre en charge. Face à l'avancée des rebelles jusque-là contenue à plusieurs dizaines de kilomètres de Goma, les chefs d'État d'Afrique de l'Est se sont réunis le week-end dernier à Bujumbura au Burundi pour évaluer la situation sur le terrain. La force régionale devrait être renforcée en troupes. Les sommets a lancé un cessez-le-feu immédiat, mais seulement quelques heures après, les combats ont repris. Un hélicoptère de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, a même été attaqué. Un casque bleu est mort. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Sur ce, très bonne continuation sur Viva. Au revoir.